Bonjour à tous, alors on est ici chez ORA. Donc pareil, toujours en Floride, donc c'est pas très loin de chez Pro Aquatique, sauf que là on est dans l'institut universitaire océanique d'ici, de recherche marine. Et là on se retrouve entouré de plein de bâtiments, et visiblement ORA, donc, qui sont des éleveurs de poissons tropicaux, de clowns et de plein d'autres choses, bossent ici. Donc là on voit, on a des cylindres coniques, le pôle est énorme, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui bossent ici. On est avec Jason qui est là, qui va nous faire la visite. Jordan, pas Jason, excusez-moi. On est avec Jordan qui va nous faire la visite. Et écoutez, on va essayer de voir un maximum de belles choses. Bon, déjà, il y a écrit qu'il y a des alligators et des serpents partout. Et là, c'est des vrais panneaux qui rigolent pas. Alors, faut pas aller trop se promener par là-bas, ni nulle part. Donc, on commence par cette serre. Où là, on a du 96. Ouais, donc ils sont ouverts. Thank you. La serre d'expédition. On peut voir qu'ils ont plein de coraux qu'ils ne proposent pas du tout au marché européen. Nous, on arrive à avoir quelques poissons, mais pas de coraux. Là, ils en ont quand même pas mal. Quelques coraux et des bacs. Donc là, ça vient que ils ont une location dans les îles Marshall et ils font du bénitier. Ça vient des îles Marshall. Alors là, ils font à peu près 2 cm et demi, ils ont 2 ans. Ils élèvent bien sûr du sarcophyton, des coraux mous plus classiques. De l'Ophilia. Alors dans le premier bac, ils ont du Crocea et ils ont du Derasa. Des Gigantea ici et des Maxima bien sûr. How many years? So those bigger Mexicanos are a little bit older. So we work with a number of farms to do the pandemic. Ça c'est toujours de l'algue, vraiment super sympa. Et ils ont beaucoup de polypes, de discosoma, de coraux mous. Je reviens quand même un coup sur les Crocea parce qu'ils sont juste incroyables. J'arrête de dire incroyable, je crois que c'est le mot que j'ai le plus dit de toutes les... Inside, ouais. Et là, des Derasa qui sont vraiment d'une plus grosse taille. Incroyable monster, la paqueuse. Alors, on va dans un second bâtiment qui est la nurserie. Là, ils nous informent que par jour, ils envoient 200 boîtes du bâtiment qu'on vient de voir. Donc c'est là où ils stockent et le matin, ils packent. Donc 200 boîtes par jour, c'est pas mal, hein. Ça sert beaucoup de secrets. On a vu pas mal de choses. C'est tout leur stade larvaire et ils ne voulaient pas qu'on filme. Donc là, normalement, on va... on a appris plein de choses, forcément. Là, on va aller dans la dernière serre. Enfin, je pense pas que ce soit la dernière, mais en tout cas, c'est la 3e dans laquelle ils nous amènent. Là, c'est des coraux, normalement. On peut filmer ici, donc ORA Corals. Donc là... On a avec des toiles tendues pour éviter qu'il y ait trop de lumière. Squamosa maxima. C'est un hybride de Squamosa et de Maxima. Alors tout est en lumière du jour. All is in the daylight. No artificial lights. No artificial light. And ce qui est le plus impressionnant, c'est ici. Alors, c'est du Space Invader. Genre ça. Tout ça, c'est du Space Invader. Pectinia Space Invader. Après, là, c'est une anémone. Elle fait à peu près 1,50 m de diamètre. Du Montipora, du plateau. Des Acanthastrea. De l'Acropora. De tout dans tous les sens. Tout est en éclairage naturel. Ça c'est l'Echinata. Ouais. Le système de brassage, il n'y a pas de pompe de brassage, il n'y a pas d'électricité. Tout est géré en fait par ces systèmes qui sont en fait comme des wavebox. Ça se fait beaucoup en aquarium public, même en France, il n'y a pas de souci. L'eau se remplit,
Une fois qu'elle arrive à ce niveau, elle commence à s'amorcer parce qu'elle commence à descendre. L'eau continue à monter et d'un seul coup ça fait siphon. Donc l'eau siphonne en grosse quantité et on a une grosse vague qui se forme dans le bac. Donc là ils ont 3 systèmes, 2 vagues par bac. Donc ce qu'il leur faut juste en permanence, c'est, on le voit sur le bac d'à côté, il y a une vague qui vient de tomber, c'est des grosses pompes de remontée pour envoyer du volume. Mais ils ne mettent pas de pompe de brassage. On voit c'est en train de s'amorcer. Voilà. Et là on va avoir une vague. Les plots qu'ils utilisent, du fait qu'il y ait des grosses vagues, ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser des plots traditionnels parce que toutes les boutures voleraient tout le temps. Et donc ils utilisent ça. Après il nous a expliqué qu'un inconvénient de travailler avec la lumière du soleil, ça on l'a connu quand on travaillait à la colline du Cap d'Agde, c'est qu'il y a énormément d'algues qui poussent. Alors même si on met des chirurgiens pour les manger, il y a quand même une équipe qui est spécialisée ici juste pour nettoyer les plots toute la journée. Au niveau qualité d'eau, ils ont une eau de forage qu'ils injectent directement. Donc il n'y a pas 10 000 choses à faire. À part ils ont un petit écumeur quand même. Il peut déborder autant qu'il veut, il n'y a pas de souci. Par contre ils nous disent d'avoir beaucoup de phosphate. Ils nous disent que là-dessus, c'est commun aux eaux de forage d'une manière générale, il y a beaucoup de phosphate. On a vu dans le bac là-bas du Space Invader et là on a la colonie mère de Space Invader de Pectinia, hein. Donc tout ça, hein, c'est-à-dire ça jusqu'à là-bas, ça se compte en mètres carrés, hein. Si on compare à la taille de ma main, bon. Ouais. Ouais. Et là on a donc le Space Invader et là on a un Derasa qui fait dans les 60, 75 centimeters, something like that. Yeah, and very heavy too. Yeah. Il fait 75 cm environ, il est très très lourd. Et un Hippopus ici. Du Galaxia, des Equino, des Monty. We just sold a large amount of Enjoy food program. Demandé pourquoi on voyait pas trop alors d'hippopus sur le marché et il nous a dit que les hippopus étaient increvables, qu'il les envoyait juste dans des serviettes comme ça, dans des boîtes, il n'y a pas besoin qu'ils voyagent dans l'eau. Et hippopus. Et que vraiment c'était ça. Par contre ils aimaient bien se faire grignoter par les autres poissons et ça plaisait moins au marché donc ils en vendent moins, mais sinon pour eux c'est des bénitiers qui sont super bien. Aquarium party type you can Là, get. on a des Duncanopsamia, des Micromussa. Facile. Ouais. Yeah. Ouais, les héliofungia, visiblement, ils les coupent don't directement. do well as like a commercial ready feed. Là, on voit bien où l'équipe de nettoyage est déjà passée. C'est beaux accros qui sont vraiment en bonne. Et où l'équipe n'est pas encore passée, là, on voit l'algue verte. Et on voit l'équipe qui est en train de nettoyer là au bout avec la brosse à dents et la pince à épiler. Il n'y a pas de formule magique pour enlever ces algues. Ça se fait toujours comme ça à l'ancienne. Énormément de tables. Il disait que comme ils ont une quarantaine de 1 an avant d'arriver dans ces bacs, donc c'est vraiment le but, c'est qu'il n'y ait jamais de parasites.
Cette quarantaine durant 1 an, ils ont quand même beaucoup d'espèces qui n'arrivent pas à acclimater à la lumière du soleil, du fait qu'il y a une très faible hauteur d'eau et qu'il y a des coraux de fond. Vous voyez, on n'a pas vu de chalice, on n'a pas vu beaucoup de LPS non plus, du fait qu'ils vivent en profondeur. Donc on n'a pas cette possibilité, ils n'ont pas la possibilité de faire des colonnes de 10 mètres de haut avec une intensité lumineuse suffisante. Et en plus, ils nous expliquaient quand il y avait des variations entre l'été et l'hiver, où ils n'arrivent pas à avoir les mêmes colorations, notamment sur les cériatos, sur certaines choses. Donc c'est pas si facile que ça pour eux d'avoir des nouvelles espèces. C'est un peu le problème de travailler avec la lumière naturelle et en ayant des variations été-hiver, et à la fois en ayant peu de hauteur d'eau. Donc ça fait qu'on n'a que des coraux qui se développent en surface, avec des couleurs de coraux de surface aussi. Par contre, si on les met sur d'autres éclairages avec des LED, évidemment, il y a des coraux qui sont très fluorescents, évidemment, il y a plein de choses. Hein. Mais là, c'est pas du tout comme ça qu'eux, ils bossent. Eux, ils sont en production naturelle, entre guillemets, juste avec la lumière du soleil. Et là, on a des mangroves. Qui sont produits ici, oui, bien sûr. Et le Duncan, pour le Duncanopsamia, c'est c'est la souche originelle qui est en photo sur le livre de Julian Sprung, chez qui on était 2 jours avant, et qui est sur l'Aquarium Récifal, volume 2, je crois. C'est cette souche-là. C'était la petite histoire, Jordan tenait à nous le dire, donc je tiens à la partager. Pour finir, il vient nous expliquer que, parce qu'on recevait, nous, on a déjà commandé chez ORA des poissons d'élevage, bien sûr, et on lui a dit, écoute, nous, on voit jamais les coraux dessus. Et il nous a dit, ouais, mais c'est simple, c'est parce que tous les coraux qui sont ici, on les a récupérés à droite, à gauche, et on n'a pas de CITES. Et il a dit, on bosse dessus, mais nous, on n'a pas de CITES, et ici, c'est pas illégal. Donc clairement, tout ce que vous voyez là, ils n'ont pas de CITES, mais c'est pas illégal aux États-Unis. Eux, ils en ont juste besoin pour importer, mais comme là, c'est pas importé, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'ils peuvent pas les vendre en Europe, ils peuvent pas nous les vendre. Donc là, ils bossent dessus. Normalement, ils devraient nous tenir informés, mais voilà, c'est pas accessible parce que tout simplement, ils n'ont pas besoin des CITES. Ça sert tout là-bas, ça c'est encore chez eux, c'est leur nurserie. Là, c'est où on est allé tout à l'heure. Je sais même plus ce que c'était. Ça, c'est les coraux et c'est ce qui est prêt à partir du jour. Là, c'est les bureaux. Et là, on se dirige vers les bâtiments là-bas. Sachant que tout à droite, c'est la faculté. Eux, ils louent à la fac depuis 1996. Alors, la faculté et les entreprises aux États-Unis sont très proches. Là, la fac, et là, ils font de la recherche sur les granulés, de la recherche sur de l'alimentation. Enfin, ils ont vraiment beaucoup de pôles recherche. C'est un pôle entier qui est dédié qu'à ça. Et c'est pour ça qu'Aura s'est installé ici. Donc ici, on est dans une serre de reproduction de requins. Donc on voit, ils ont des bacs là, des petits bacs. Par terre, c'est du gravier pour pouvoir marcher et pour pouvoir surtout tenir les bords. Là, on voit, il y a les roussettes qui sont à l'intérieur du tuyau. Là, tu les vois là. Donc là, c'est le pôle reproduction shark. They're attractive, and then their behavior is so incredible. The fact that they can, when they walk, they look like little lizards, little salamanders. They can tolerate super high temperatures. Ce qui est super intéressant sur cette espèce, c'est qu'en fait, elle est capable de sortir un peu de l'eau pour se déplacer si jamais elle est prise en piège lors d'une marée basse et de retourner de l'autre côté où il y a de l'eau. Elle est capable aussi, quand il y a un taux d'oxygène dissous qui est très faible, de ralentir son battement cardiaque. Ce qui fait qu'elle est capable de consommer moins d'oxygène pour survivre. Donc c'est une espèce qui est vraiment très costaud pour la présentation d'un grand public et c'est vraiment une espèce qui est top. Les œufs de roussette qui sont pendus avec la date, c'est Becky qui les a fait, celle-là. Et par an, ils produisent à peu près 20 à 30 requins, petits requins. Donc en fait, avant d'avoir cette partie, Aura a absorbé ses voisins. Ses voisins travaillaient sur l'ajout d'une petite bille polymère dans ces escargots dans le but d'obtenir des perles. Et ils les ont rachetés, ils ont laissé les escargots vivre et s'éteindre en fin de vie. Ils n'ont pas cherché à continuer leur projet parce que pour eux, c'était pas viable. Là, on aperçoit quand même quelques gros poissons récifaux tropicaux. Ouais, c'est une autre espèce qu'ils élèvent, c'est un requin nourrice mais miniature. Alors pour ceux qui ne savent pas, il a un muscle au fond de la gorge qui lui permet de fouiller dans le sable et de venir chercher les crabes et de chercher les bestioles qu'il y a dedans. Et il n'est pas obligé de nager tout le temps. Les autres sont... Alors, les requins de pénaud sont obligés de nager tout le temps parce qu'ils n'ont pas de muscles pour faire passer l'oxygène, l'eau dans les branchies.
Mais lui, il peut. Donc il n'est pas obligé de grandir. Par contre, c'est un requin nourrice qui là est adulte et fait à peu près 70 cm. Il est très petit. Ici, de la reproduction d'oursins. Il y en a vraiment beaucoup. Alors une nourrice adulte, qui est une algue naturelle. Là, il y en a vraiment toutes les parois, ça fait des boules, il y en a vraiment partout. Dernière serre. Ok. Ici, on est sur la salle des géniteurs. Vraiment des espèces black, maroon. On a il y a de tout. Là, c'est une espèce de Meiacanthus qui vit au Japon, dans des eaux un peu plus froides. Alors, je crois que si j'ai bien entendu, ils m'ont dit Meiacanthus kamara. Sans speed là. C'est toujours pareil avec des petits tubes. Petit tube, il y a juste un petit trou au bout pour que l'eau puisse passer un peu, mais sinon il peut pas ressortir. Il y a des manchons au bout, enfin des bouchons. Juste un petit trou d'eau. Ils maintiennent les Meiacanthus à chaque fois par 8. Et toujours avec ces petits tubes. Ziptera émissionnéa. J'ai du mal à passer entre les gouttes de sel. Elles sont par groupe de 8 aussi. Vous allez vous dire pourquoi est-ce que je filme ces deux jolis Picasso. Ils sont de 2002. C'est les premiers Picasso qui ont existé. Et tous les platiniums et tout ce qui a découlé derrière, puisque Aura était les premiers à lancer pas ce mouvement mais cette sélection, découle quasiment d'eux. Donc il y a des millions de bébés dans le monde. Là voilà, c'est les arrière, bon, de 22 générations minimum, voire beaucoup plus, ses grands-parents. C'est eux. Vu les beaux, on va voir les moins beaux. Ça c'est des zombies. Il leur manque un pigment en fait, ce qui fait qu'ils ont les yeux rouges. Et là on va voir maman zombie là. Donc ouais, il y a un pigment qui a sauté et les yeux sont rouges. C'est-à-dire que là dans la vraie vie il fait plus peur que là sur la caméra. Do you also have some of the long fins? We do. In Europe, it's no way we can sell that. Oh, really? Petit point noir que vous pouvez voir, ce sont des mandarins. Là ici, Ils ont deux espèces Relismata. il y a celle-ci, c'est celle de Méditerranée. So we do these and then On va dans le dernier bâtiment. they go into this natural one. Normally there's a huge Juste là. Là, on est dans le dernier bâtiment qui vient d'être construit, qui est un des bâtiments de grossissement. Donc, clairement, on y voit du clown. En grosse concentration. Du clown. Là, on commence à comprendre l'intérêt écologique d'avoir des élevages. Que ce soit en France, aux États-Unis, c'est que là, les milliers et les millions de poissons clowns, il y en a au moins plusieurs centaines de milliers, c'est sûr, par entreprise qu'on a fait. Bah, clairement, ils contribuent et ils participent à ne pas prélever dans l'environnement. Il y en a vraiment beaucoup. Donc une entreprise qui fait plusieurs centaines d'espèces de poissons clowns. Je dirais qu'au cœur du poisson en France, pour les défendre pour le coup, ils en sont à la moitié, mais c'est déjà énorme le choix qu'il y a. Là, ils s'adressent à tous les États-Unis et ils n'arrivent pas à produire assez. C'est-à-dire qu'il m'a confirmé qu'ils étaient proches du million de poissons clowns en ce moment en stock, en grossissement aussi, cumulé. Et il me dit, dans tous les cas, c'est pas assez. On ne produit pas assez de poissons clowns. Donc il nous a dit qu'ils ont fait du centre-pige, ils ont fait d'autres espèces.
Et il nous a dit que c'était aléatoire et quoi qu'il arrive, on se concentre pas trop dessus parce que déjà pour les poissons clowns et tout, on n'arrive pas à suivre la demande. Alors quand on se dit et quand on voit réellement le nombre de poissons qui est présent ici, on voit réellement l'impact sur l'écologie que peut avoir les prélèvements sur les récifs, bien sûr. Mais là, c'est immense. Le marché américain par rapport à notre marché est déjà beaucoup plus gros. Et là, ça se voit. En tout cas, bravo à eux. C'est clair que ça vaut le coup. Et c'est bien qu'on ait des Français qui fassent la même chose. Donc bravo au Cœur du Poisson, bravo à Mer. Ça, c'est top. On n'est pas un pays où il n'y a rien du tout. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays, il n'y a personne. Là, nous, on est un pays actif, ils les connaissent, ils ont des retours sur eux, donc ça veut dire que voilà, on sait qu'il y a du niveau en France et ça fait plaisir quand même. On a un bassin, donc c'est toujours pareil, 1000-1500 litres, avec des Meiacanthus, Dramistes, celui-ci. On a du Clarky. Un peu plus technique, ils ont uniquement une entrée d'air et une entrée d'eau. Le renouvellement est certes assez gros, on va dire qu'on est autour de 4000 litres/heure, donc ça fait le palox en une demi-heure. Mais c'est surtout le taux d'oxygène dissous qui doit être maintenu proche des 100% avec un ajout d'air assez conséquent. Et ici, quoi qu'il arrive, rien n'est chauffé puisqu'il fait en permanence 27 à 30 degrés dans la serre. Épisode, on va à la chasse aux alligators. Bon, Jordan sait où il y a un alligator qui se cache. Et on va aller le chercher. On est toujours dans l'institut. Là, on fait une petite pause à la recherche aux alligators parce que il y a des gros lamantins. J'ai failli tomber. On dirait un bout de bonheur. Wow. They are big and beautiful. Never heard somebody call them beautiful, but yes. It's a seco after all. Yes. When they have little babies, though, they are so adorable. They're like a big pillow. It's great. Ils font bien 2 mètres de long, je dirais. Non, ils sont vraiment costauds. Hein. Ouais. Là, on a un bébé alligator. Ça, c'est genre là où on parlait tout à l'heure. Et ben, il y a des petits alligators. Bon, ça va, c'est des petits. On va voir si on arrive à avoir des gros.